suis Claire Nicolet, j'ai la chance de travailler à Médecins sans frontières au siège. Donc je suis en charge notamment actuellement du Soudan et de l'Est du Tchad. Voilà, je travaille à ce qu'on appelle la cellule des urgences. Donc on est toujours en train de travailler sur des contextes très réjouissants, mais on fait des choses très intéressantes. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'aujourd'hui on voit au Soudan et ce qui se passe actuellement. Je vais essayer de ne pas faire un cours géopolitique parce que de toute façon c'est pas ma spécialité. Mais bon voilà, expliquer un peu le contexte actuel qui explique que en permanence il y a encore des gens qui arrivent, notamment au Tchad. Les Soudanais vont au Tchad massivement, mais continuent à utiliser la voie migratoire, donc on y reviendra un tout petit peu après. Et vous raconter un peu aussi, nous en tant que Médecins sans frontières, que vous connaissez ici, que vous connaissez en général, qu'est-ce qu'on essaye de faire au Soudan. Et je dis bien on essaye parce que c'est assez difficile d'y travailler, pour être tout à fait honnête, et je vais revenir là-dessus. Donc juste très rapidement, qu'est-ce qui se passe au Soudan en ce moment? Donc il y a une guerre civile. Ça tombe bien, ou c'est pas le hasard, mais ça fera 1 an lundi que la guerre civile a commencé. C'est une crise très oubliée, je pense. On a un petit peu du mal à le voir à la télé. Mais effectivement, parce qu'il y a d'autres contextes qui nous intéressent parfois plus, où il y a plus de couverture médiatique, on entend un peu plus parler peut-être de Gaza que du Soudan. Ceci étant, la situation est dramatique. Une des raisons aussi pourquoi on n'entend pas beaucoup parler du Soudan, c'est parce qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de journalistes aujourd'hui qui peuvent opérer au Soudan. Tous les journalistes internationaux ne peuvent pas rentrer au Soudan, n'auront jamais de visa pour aller au Soudan. Donc il faut vraiment se débrouiller si on veut aller couvrir quelque chose au Soudan, vraiment de façon détournée, de passer voilà, comme on peut. Et les journalistes soudanais ont beaucoup de mal à travailler, donc je pense que peut-être que ça reviendra encore ce week-end, mais en tout cas ça c'est une réalité, et ce qui explique aussi pourquoi il y a si peu de couverture de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Très rapidement, donc le 15 avril dernier, le numéro 1 et le numéro 2 du pouvoir, suite à un coup d'État, ont commencé à se battre à Khartoum. Donc c'est ici le petit point rouge. Et très rapidement, ça a recommencé des conflits dont vous avez entendu évidemment beaucoup parler au début des années 2000, qui est notamment la guerre au Darfour. Donc à ce moment-là, ça a commencé en même temps. Toute cette zone-là qui est le Darfour, il y a eu énormément de violences qui ont commencé, aussi au sud du pays. Petit à petit, les forces de soutien rapide, qui sont les opposants à l'armée régulière, ont commencé à prendre du territoire. Voilà, en résumé, aujourd'hui, c'est à peu près toute cette zone qui est tenue par ces forces de soutien rapide, et seulement l'est du pays qui est encore sous le gouvernement officiel, qui est donc Dom Bourhan et le chef. Quand je parlais rapidement des années 2000 et du Darfour, dont vous vous rappelez tous, ça a malheureusement réactivé des tensions ethniques très fortes. Et El Geneina, qui est la capitale du Ouest Darfour, ici, du Darfour occidental, a fait face à une violence inouïe pendant 2 mois en particulier, donc du 15 avril au 15 juin. Le 15 juin, le gouverneur de cette région a été tué, et massivement, la population est sortie vers le Tchad. Donc à ce moment-là, pourquoi il y a un petit point rouge ici? C'est parce qu'on a un petit projet ici, dans une ville qui s'appelle Adré. MSF soutient l'hôpital du ministère de la Santé, et en 1 semaine, on a reçu 1500 blessés. On a reçu 1500 blessés, pas du fait de ces affrontements pendant 2 mois, mais du fait pratiquement uniquement des gens qui prenaient la fuite pour sortir et qui se sont fait tirer dessus. Donc on est dans un niveau de violence et vraiment ciblé par rapport à une ethnie en particulier qu'on a vécu. Et aujourd'hui, au Tchad, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 570 000
nouveaux réfugiés soudanais. Pourquoi je dis nouveaux réfugiés soudanais? Parce que la guerre des années 2000 avait déjà déplacé 400 000 réfugiés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 400 000 anciens réfugiés, entre guillemets. Donc aujourd'hui, le Tchad, qui a 17 millions, presque 18 millions d'habitants, a reçu 1 million aujourd'hui de Soudanais qui sont enregistrés à l'UNHCR, sachant qu'évidemment, il y a aussi des gens qui vivent dans des familles, qui vivent, etc., qui ne sont pas enregistrés. Donc vous imaginez un peu, on calculait rapidement ce matin avec Xavier combien ça ferait en France. Ça veut dire que c'est comme si la France aujourd'hui reçoit 4 millions de réfugiés dans le pays en 6 mois. Donc c'est quand même voilà, c'est vraiment significatif. De ce point de vue-là, les Tchadiens vraiment font preuve d'accueil, on peut dire, oui. C'est-à-dire que les tensions ethniques sont quand même faibles. Mais bien sûr que c'est extrêmement lourd pour un pays de recevoir 500 000 réfugiés sur en plus que l'est du pays. Donc vraiment, c'est très ciblé. Et voilà, aujourd'hui, Médecins sans frontières continue à travailler dans ce projet d'ADRE. Et on a eu une deuxième vague en plus de blessés, mais au-delà de ça, 85% de la population réfugiée sont des femmes et des enfants. Donc qu'une population vulnérable qui vit dans des camps de fortune. Et aujourd'hui, c'est un des points de sortie, évidemment, des Soudanais face à cette violence. Les deux autres petits points rouges que je vous ai mis, c'est deux des projets qu'on suit aussi. Donc à Khartoum, on soutient deux hôpitaux aujourd'hui qui sont presque les seuls qui continuent à exister et qui sont fonctionnels et encore plus ou moins fonctionnels parce que malheureusement, toutes ces zones-là qui sont non gouvernementales, le gouvernement ne nous laisse pas faire venir du matériel, faire venir des gens. Donc systématiquement, ça fait 6 mois qu'ils nous refusent d'envoyer du matériel dans les hôpitaux, d'envoyer des gens. Donc aujourd'hui, on a une équipe et bien sûr une population qui est coincée à Khartoum et à qui on ne peut pas envoyer quoi que ce soit. Donc on continue à vivoter avec ce qu'on a comme médicaments, etc. Mais clairement, c'est une situation de siège. Et vous pouvez imaginer que la vie est un tout petit peu difficile. En plus de la violence quotidienne, en plus des frappes aériennes, etc. Le deuxième projet où MSF est aujourd'hui, c'est El Fachir. Donc c'est la capitale du Nord Darfour. Donc là-bas, on opère et dans des hôpitaux et dans des centres de santé, dans un immense camp de déplacés, le plus grand camp de déplacés du Darfour. Donc il y a pratiquement 500 000 personnes là-bas. Donc une fois de plus, on est quand même sur des chiffres extrêmement élevés. Ce qu'on est en train de voir, et malheureusement on vient de refaire une analyse de la situation nutritionnelle là-bas, les enfants sont très 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 malnutris. Donc à peu près un tiers des enfants de moins de 5 ans sont dans la malnutrition. Et malheureusement, comme il n'y a pratiquement plus de capacité d'envoyer des camions, même par le Tchad c'est assez difficile, mais encore plus par l'Est qui était la voie naturelle d'approvisionnement, on voit seulement que malheureusement on est déjà en train de parler de famine, etc. Donc ça rappelle aussi certains souvenirs. Et malheureusement, il y a très 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 peu d'acteurs aujourd'hui. Donc, vous aurez compris, je prends seulement bien sûr l'exemple des choses que je connais le plus. Il y a 1 mois, j'étais encore au Darfour. Mais on voit vraiment une dégradation de la situation au Soudan. On ne voit pas beaucoup de lumière qui arrive au bout du tunnel, que ce soit au niveau de la paix, que ce soit au niveau des acteurs humanitaires, parce qu'on est très esselés. Il y a très très peu d'acteurs. Malheureusement, les Nations Unies aujourd'hui, par exemple, sont vraiment du côté gouvernemental, mais sont très très peu actifs dans le reste du pays. Donc aujourd'hui, on se débat comme on peut, mais la situation est plus que compliquée. Je vais juste vous faire un petit point sur la deuxième page. Voilà, l'idée c'était de dépeindre un petit peu la situation au Soudan, qui est excellente comme vous l'auriez compris. L'idée c'était juste de regarder rapidement comment finalement les routes se font vers l'Europe notamment en termes de routes de réfugiés.
Donc je pense que j'ai assez décrit ce point de sortie-là, qui est entre El Génina et le Tchad. Et la plupart des gens restent au Tchad aujourd'hui. Et toutes ces flèches bleues, je ne sais pas si on voit si bien au fond, mais en tout cas, toutes ces flèches bleues, c'est des anciennes routes. Et depuis la guerre, il y a des nouvelles routes qui se sont créées, donc notamment des gens qui sortent de Khartoum et qui passent par le Darfour et qui sortent par le Tchad. Et maintenant, de plus en plus, la Tunisie est utilisée comme voie de sortie, alors qu'avant, c'était vraiment la Libye qui était la première route. Donc voilà, il y a un petit peu un mouvement comme ça qui se fait aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a pu observer depuis le début de la guerre, donc sur cette dernière année, sur ces nouvelles routes de migration. Et voilà, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sortent du pays à cause de cette situation. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais parler très longtemps du Soudan et de ce qui s'y passe. Je ne sais pas si on continue là ou on ouvre s'il y a des questions. Si vous avez des questions sur le contexte soudanais ou le parcours des réfugiés, profitez de Claire, et puis je pourrai enchaîner après. Oui, les nouvelles routes, juste pour les gens qui n'entendent pas, donc la question était est-ce que les nouvelles routes passent par l'Algérie? Donc oui, effectivement, les nouvelles routes passent par le Niger, l'Algérie et la Tunisie. Et ce qu'on voit vraiment, la grosse différence sur les dernières années, c'est que la Libye finalement est moins utilisée et de plus en plus la Tunisie est utilisée comme voie de passage. Mais parce que c'était trop violent la Libye ou Parce que c'était trop violent la Libye On parlait de résistance, d'adaptation, c'est clair. Enfin, c'est que vous avez dû entendre parler de la Libye. La Libye est un lieu de détention, de mise en esclavage, de trafic des migrants. Et donc, vous avez des gens qui ont fui la guerre et qui arrivent dans un univers concentrationnaire. C'est ça qui se passe en Libye. Vous avez et peut-être d'autant plus pour la population soudanaise, qui est une population qui a fui, qui a peu de moyens, et qui est d'autant plus vulnérable à l'asservissement. Et donc vous avez des violences systématiques, c'est vrai pour les Soudanais, c'est vrai pour d'autres communautés, mais avec diverses pratiques. La mise en esclavage, on en a parlé, les violences sexuelles systématiques sur les femmes et aussi sur les jeunes hommes. Des camps de détention qui sont officiels, enfin des centres de détention qui sont officiels, et des centres de détention qui ne sont pas officiels, qui sont aux mains de trafiquants et de gangs divers, parce qu'il y a aussi une guerre civile en Libye aujourd'hui. Il y a un racket qui est fait sur les réfugiés, fait que notamment vous avez une pratique qui s'est développée, qui consiste à torturer les gens qui sont arrêtés et d'envoyer les images aux familles pour qu'ils envoient de l'argent en disant on arrêtera de torturer quand tu auras payé la rançon. Et donc les réfugiés ont aussi à un moment essayé de trouver des routes qui étaient plus sûres que la Libye, prenant l'expérience. Après, les options qui s'ouvrent à eux sont quand même assez limitées. Et donc ils ont essayé d'éviter la Libye et pour aller notamment vers la Tunisie, mais vous en avez entendu évidemment aussi parler. Au cours de l'année dernière, le président tunisien notamment a fait un discours public très anti-migrant qui a été suivi l'équivalent d'une forme de pogrom avec des mobilisations, enfin des meutes populaires alimentées par l'extrême droite tunisienne qui a été félicité d'ailleurs par Éric Zemmour. Il faut quand même se rappeler de la convergence des luttes du côté nationaliste et qui ont débouché sur une violence débridée contre des populations notamment soudanaises, mais d'Afrique subsaharienne également, et qui ont précipité des départs vers la Méditerranée, qui est une nouvelle épreuve, évidemment, que celle de la traversée. Donc effectivement, ces routes, elles sont le résultat d'une adaptation. C'est aussi des formes de résistance. Et comment on s'adapte à des contextes où la violence est au point de départ, mais tout au long du parcours.
Je vais juste rajouter, ça m'a fait penser à quelque chose, je vais juste rajouter 2 points sur les nouveaux réfugiés soudanais. Donc quand je dis les nouveaux, c'est depuis 1 an. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui vont très rapidement, justement, notamment en Libye, dans les Soudanais. Ça, c'était pas forcément le cas avant, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se fait très rapidement, et donc il y a même des Soudanais qui sont arrivés en Europe très très rapidement par rapport à ce qu'on connaissait normalement du temps entre le départ du pays et l'arrivée en Europe. La France a reconnu les Soudanais comme les Ukrainiens, c'est-à-dire avec une priorité à l'installation en France. Ceci étant, est reconnu comme exilés politiques. Ceci étant, il n'y a aucune facilitation, comme vous savez, donc c'est bien ça le problème, il n'y a aucune facilitation. Oui, si vous arrivez en France, vous avez l'obtention rapide du statut d'exilé politique. En tout cas, en revanche, il faudra que vous fassiez toute cette route par vous-même, comme vous pouvez. Et il y a aussi une incitation à rester au Tchad, par exemple, plutôt que de pousser les gens à aller faire la route migratoire et arriver en Europe. Donc voilà, c'était juste les 2 petits éléments que je voulais repartager sur la migration de ces populations soudanaises depuis cette année qui vient de s'écouler. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Soudan ? Je vais enchaîner avec, en élargissant, merci Claire. C'est la 3e carte et ce sera la dernière. C'est une carte du bassin méditerranéen qui est en fait le point de passage des arrivées hors réfugiés ukrainiens aujourd'hui vers l'Europe. Ce qui est une façon d'introduire une discussion plus générale. Alors, contrairement à ce qui était dit au début, on avait quand Juliette et Pauline nous ont sollicité pour que Médecins sans frontières vienne parler qu'on vienne parler au nom de Médecins sans frontières de notre expérience vis-à-vis des conflits dans lesquels on essaie de travailler et de la question migratoire et comment on peut y répondre d'un point de vue humanitaire. On nous avait demandé si on pourrait parler de l'expérience de nos équipes à Gaza et aucun collègue n'était disponible malheureusement parce qu'il est difficile de rentrer de Gaza et que voilà, donc on a fait le choix de ne pas porter d'éclairage sur cette situation, mais plutôt de donner une vision d'ensemble, une réflexion plus large sur le rapport d'une organisation humanitaire comme MSF vis-à-vis de la question migratoire. Juste pour faire écho pour prolonger ce que disait Claire à l'instant, c'est que le paradoxe de tout ça, c'est que vous pouvez avoir une politique française aujourd'hui où au Quai d'Orsay on décide qu'on reconnaît que la population soudanaise est prioritaire, disons comme les Ukrainiens, on reconnaît le conflit d'origine et donc on va accorder, si ce n'est le statut de réfugié, mais plus facilement la protection subsidiaire, puisque, vous le savez, le statut de réfugié, il est normalement octroyé à un individu dont la vie est en danger, historiquement, du fait de ses engagements politiques et à titre individuel. Quand on fuit un conflit, on n'est pas tout à fait un réfugié, en tout cas dans l'interprétation française de la Convention internationale de protection des réfugiés, celle de 1951. Quand on fuit un conflit, on a droit à une protection subsidiaire. C'est pas la même chose que le statut de réfugié. Le statut de réfugié, c'est une carte de 10 ans qui donne des droits généraux. La protection subsidiaire, c'est 1 an. Et donc, quand vous fuyez un conflit, le conflit peut s'arrêter, donc vous n'avez droit qu'à 1 an. Mais donc, la France reconnaît ce droit aux Soudanais, bien qu'il y ait des exceptions et des formes de refoulement. Mais par ailleurs, la France, comme l'ensemble de l'Union européenne, continue de financer les pays qui maltraitent les gens qui fuient le Soudan tout au long du parcours. C'est-à-dire que les pays dont on vient de parler, la Libye est financée par l'Union européenne, et notamment ses gardes-côtes, pour intercepter les gens qui vont tenter la traversée et les ramener en Libye, et les remettre du coup dans le système d'exploitation, d'esclavage et de raquettes, qui est celui qui est généralisé aujourd'hui dans le contexte libyen, a financé, l'Union européenne s'est empressée de financer la Tunisie
dans la suite même d'ailleurs du gouvernement, du discours anti-migrant prononcé par le président, c'est-à-dire la récompense donnée au discours anti-migrant du président libyen du président tunisien, était de passer un accord avec la Tunisie, comme il y en avait eu un avec la Libye auparavant, pour garder les migrants dans un lieu même où ils sont victimes de violences, comme ces accords sont passés plus récemment avec l'Égypte, comme ils l'ont été passés avec le Maroc, c'est-à-dire que tout est fait pour empêcher les passages, pour externaliser la frontière, c'est comme ça qu'on le dit, et cette externalisation, elle semble ignorer, elle jette un déni total sur la violence effective que vivent donc dans des territoires, enfin dans des pays disons que les conditions démocratiques ne sont pas totalement remplies, et en particulier sur la population migrante qui est victime de violence. Donc vous avez cette schizophrénie politique d'une certaine manière, vous avez en même temps une reconnaissance d'un statut, enfin une reconnaissance d'un droit et une protection quand vous avez la chance d'arriver sur le territoire au regard du conflit que vous avez fui, mais par ailleurs une politique qui vise à empêcher que vous arriviez au mépris de toutes les violences que cela suppose. Et il faut le dire, cette politique, elle est absolument contre-productive, puisque l'effet de la violence sur les populations migrantes en Tunisie, elle n'a fait que précipiter les tentatives de traversée de la Méditerranée par les gens qui, pour beaucoup, alors c'est pas le cas des populations soudanaises, mais ça l'était pour les migrants d'Afrique subsaharienne, beaucoup étaient venus en Tunisie pour y travailler. Ils n'avaient pas nécessairement l'intention de venir en Europe. Comme la Libye avant la guerre civile actuelle, et donc du temps de Muammar Kadhafi, la Libye était un haut lieu de migration en Afrique. Beaucoup de gens, pays pétroliers, où beaucoup de gens d'Afrique subsaharienne venaient travailler pour envoyer de l'argent au pays, venaient travailler en Libye. Vous vous rappelez sans doute que la France a eu un rôle à jouer dans la chute de Muammar Kadhafi, dans la guerre civile qui est aujourd'hui en cours. Et donc c'est aussi des lieux de développement économique où venaient les migrants, qui ont été totalement déstabilisés, sont devenus des lieux de chaos, et où les migrants sont victimes aujourd'hui de violences inouïes. Les descriptions, les récits que font, et peut-être certains d'entre vous l'ont entendu de la bouche de gens qui transitent par Calais aujourd'hui. Le niveau de violence en Libye est absolument effroyable, à tout point de vue. Donc il y a cet arrière-fond politique. Je voulais dire ça pour aborder la question aussi de quel rapport une organisation humanitaire comme MSF a vis-à-vis de la migration. Historiquement, MSF s'est développé, c'est une organisation qui a été créée en 1971, qui a vivoté pendant une dizaine d'années, et qui s'est vraiment affermie, développée dans les années 80, et elle s'est développée dans un contexte très particulier qui était celui des camps de réfugiés. C'est dans les camps de réfugiés qu'MSF est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ont été inventés face à des grands nombres de populations équivalents à ceux que décrivait Claire, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes. Il faut se rappeler qu'en Afghanistan, au Pakistan, dans les années 80, il y avait jusqu'à 3 millions de réfugiés afghans, qu'il y avait beaucoup qu'il y avait en Thaïlande tous les réfugiés cambodgiens qui étaient là, et c'est dans ces espaces qu'MSF est devenue l'organisation médicale importante qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en déployant des moyens pour apporter une aide médicale à de vastes populations maintenues sur des camps de réfugiés. Ce faisant, MSF, d'une certaine manière, a participé, en apportant cette aide dans les camps de réfugiés, on a aussi participé, malgré nous, à cette idée que la misère des autres et les conflits devaient se traiter au loin, et qu'on pouvait apporter une aide humanitaire au loin, et que ça exonérait l'Europe d'une certaine manière d'accueillir chez elle ceux dont on pouvait s'occuper loin d'ici. Et donc d'une certaine manière, depuis la crise migratoire, il y a un rappel aussi
de la nécessité pour l'Europe de prendre sa part, vieil débat sur prendre sa part de la misère du monde, et quel rôle du coup une organisation humanitaire comme la nôtre peut jouer face à ça. Et en fait c'est un dilemme, c'est difficile parce que d'abord les populations migrantes sont en mouvement, et apporter de l'aide humanitaire en mouvement c'est difficile. Et puis parce que contrairement à l'image de l'invasion qui est entretenue dans les débats politiques actuels, ce sont des petits nombres. La médecine humanitaire, c'est la médecine des grands nombres. Ce que rapportait Claire, c'est que vous avez ce décalage quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, on le sait, environ 1500 personnes sur Calais, il y a des gens qui passent. Et chaque vie compte, chaque histoire individuelle, effectivement, vous tous qui faites partie du réseau associatif ici, solidaire auprès de ces migrants, chacun est une urgence, chacun est quelqu'un à qui il faut accorder de l'attention, essayer d'apporter des ressources, de l'aide, du soutien, mais on est bien loin des 500 000 nouveaux réfugiés sur le territoire tchadien, bien loin du million de Soudanais qui sont dans un pays dans un pays comme le Tchad, qui est loin d'avoir les ressources de la France, quoi. Et donc d'une certaine manière, quand il s'agit de prioriser les ressources d'MSF, où est-ce qu'on envoie les équipes, eh bien, on va plutôt les envoyer dans les endroits où il y a des centaines de milliers de personnes, parce que c'est des crises humanitaires larges, amples, où il s'agit de répondre à de vastes besoins de population. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont lieu ici sont moins importants à titre individuel, mais les crises humanitaires, les crises humanitaires de grande ampleur, elles restent au loin. Et c'est important de le rappeler parce que, une fois encore, l'expérience d'MSF dément tous les jours ce discours selon lequel les conflits au loin, selon lesquels l'Afrique viendrait se déverser en Europe, on serait face à une invasion sans limite parce que les gens fuiraient y compris pour de bonnes raisons, la guerre et la misère comme on l'évoque, viendraient en Europe, ce qui a amené à cette phrase qu'on entend prononcée par Michel Rocard, un peu malgré lui dans les années 80, il continue à faire Flores, qui est on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La misère du monde, elle reste aux portes des conflits. La misère du monde, majoritairement et statistiquement, elle reste dans les pays pauvres. Quand les gens fuient, ils fuient dans le pays d'à côté d'abord, et c'est une petite minorité d'entre eux qui vont prendre la route, qui vont tenter d'arriver vers d'autres pays, souvent parce qu'ils y ont des liens, parce qu'ils ont un peu plus de ressources que les autres. J'ai participé à la réponse, aux tentatives de réponse d'urgence au moment de ce qu'on a appelé la crise migratoire, c'est-à-dire au moment où les gens passaient majoritairement par la Grèce en 2015 et 2016. Il y avait à l'époque déjà 2,5 millions de réfugiés syriens sur le territoire turc, et les gens qu'on voyait tenter de traverser la mer Égée pour arriver sur les îles grecques et arriver vers l'Europe, c'était souvent c'était des classes moyennes, c'était des gens qui avaient les moyens de faire ce passage. C'était pas les plus miséreux d'entre eux, les plus miséreux des Syriens, ils sont restés dans les camps de réfugiés turcs pendant la dizaine d'années qui s'est écoulée. Et donc ce discours politique est d'autant plus odieux aujourd'hui que l'Europe se vit comme une victime d'une invasion, comme si elle ne pouvait pas répondre à ses besoins, alors que c'est les pays pauvres du Sud qui gèrent l'essentiel de l'accueil des réfugiés aujourd'hui. D'où le dilemme, encore une fois, pour nous, à MSF, c'est-à-dire comment agir vis-à-vis de la question migratoire, qui est à la fois une action de petit nombre, une action difficile parce qu'il s'agit de populations en mouvement, et en même temps, on est bien conscient que c'est une des grandes questions. Didier Fassin avait été l'invité de la première édition des Fabriques d'Agir, et c'est lui qui
l'a porté comme ça. C'est que la question migratoire aujourd'hui est une des grandes questions éthiques et politiques de notre temps. C'est-à-dire que la façon dont les pays riches, parce qu'on parle de l'Europe, mais il se passe la même chose aux États-Unis ou au Canada vis-à-vis des populations qui essaient de venir de l'Amérique latine pour fuir la violence des cartels, la violence sociale de certains pays. On est face à une question majeure de ce début du XXIe siècle. Comment les pays du Nord, les pays riches, prennent leur part, savent accueillir. Aujourd'hui, on est face à une violence décomplexée, une espèce de... Encore une fois, le pacte européen a été adopté, vous le savez, hier. Il vient encore conforter cette politique d'externalisation des frontières. Il entérine des pratiques qui ont cours depuis plusieurs années de refoulement aux frontières, de violence des pratiques policières aux différentes frontières au pourtour de l'Europe, dans les pays que j'ai évoqués sur le pourtour méditerranéen pour qu'ils n'accèdent même pas en Europe, et aux frontières européennes. Et puis tout au long du parcours au sein même de l'Europe, la violence, elle se pratique aussi à la frontière franco-italienne, et vous le savez, elle se pratique ici aussi, comme un récent rapport de journalistes internationaux, qui est des journalistes anglais et français, le Monde en était parti, sont venus en témoigner en montrant les pratiques policières qui visent à intimider et augmenter la dangerosité des traversées pour les exilés ici qui tentent de traverser la Manche. Et donc comment répondre à ces questions ? Eh bien, on y répond, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'action de MSF ici à Calais, on est venu rejoindre un tissu qui était déjà existant, fragile mais déterminé. Et notre action sur les routes migratoires, elle est souvent limitée. Elle est symbolique, elle participe aussi, elle se fonde sur des partenariats avec les acteurs locaux, à tous les points où on essaie d'intervenir. MSF a des opérations en Libye, pour les gens qui arrivent à sortir de centres de détention. On a le bateau, le Geo Barents, qui est conduit par la section hollandaise de MSF, qui patrouille sur la mer Méditerranée pour participer avec d'autres bateaux, comme celui de SOS Méditerranée, au sauvetage en mer. Plusieurs équipes d'MSF en Italie sont au débarquement des bateaux en Sicile et en Catagne et au passage de la frontière franco-italienne, avec des cliniques mobiles, un soutien auprès des populations qui essaient de passer, et aussi pour documenter, témoigner des violences, des refoulements, des abus, des violations de droits systématiques dont sont l'objet les candidats, les personnes migrantes exilées qui essaient d'arriver en France parfois pour aller ailleurs. Ce qui est l'expérience que c'est pour nous, et ma collègue Serena qui est ici, qui a travaillé en Libye par le passé, connaît, c'est que aux dernières Fabriques d'Agir, elle s'était retrouvée nez à nez avec quelqu'un qu'elle avait rencontré en Libye un an plus tôt. J'ai pu ici rencontrer, moi, des jeunes Soudanais qui m'ont dit « Médecins sans frontières, mais c'est vous qui nous avez sortis de la mer Méditerranée ». Donc c'est ces moments comme ça, singuliers, où on se retrouve face à des gens que nos collègues ont pu rencontrer, ou que nous-mêmes, suivant les mouvements qu'on a pu faire dans nos actions, ont pu rencontrer à différents stades du parcours. Et je pense qu'il y a un enjeu à raconter ces histoires dans la durée, parce que c'est des odyssées, c'est des épopées que ces mouvements migratoires et la violence à laquelle ils doivent faire face, qui est une violence que nos pays financent, que nos pays soutiennent en faisant mine de se défendre contre une invasion qui est totalement fictive et que la réalité des conflits et des mouvements de population vient démentir en permanence. Dernier mot là-dessus, puisque le thème, qui est un thème important de ces 2 jours et demi, c'est celui de la résistance. Je voudrais rappeler qu'évidemment l'humanitaire met en avant pourrait accroître cette vision victimaire des exilés. On parle des victimes, alors je pense qu'il ne faut pas
ne faut pas avoir peur des mots, les exilés sont victimes. Alors, ils sont victimes des conflits qu'ils ont dû fuir, ils sont victimes des politiques migratoires aujourd'hui, de la violence qui leur est faite, de l'indignité qui leur est faite. De ce point de vue, ils sont victimes. Mais on n'est jamais que victimes. Et face à cette violence-là, il y a des actes de résistance, y compris dans les lieux les plus improbables. Il y a eu, vous l'aviez peut-être entendu, il y a eu des manifestations d'exilés en Libye, aux portes du HCR, en demandant que soit reconnue la violence qui leur est faite, en exigeant du HCR qu'il les aide à quitter le pays. Il y a eu des sit-ins qui se sont organisés, des gens comme ça avait eu lieu à Calais d'ailleurs il y a quelques années, des populations des gens qui se sont cousus la bouche en signe de on nous fait taire, on nous invisibilise. Et c'est ces actes dans leur corps et au mépris d'un danger évident, puisque la répression et la violence qui risque de s'abattre sur eux est évidemment, probable. Vous avez ces mouvements de résistance et de manifestation spontanée face à l'indignité qui leur est faite, comme vous avez eu ces manifestations en masse pour essayer de passer les barbelés et les murs qui séparent le Maroc de l'enclave de Ceuta et Melilla, qui se sont terminés par des centaines de morts quand la barrière s'est effondrée sur les gens qui essayaient de la franchir. Mais ce sont des actes de résistance, des actes collectifs, des actes qui, à un moment où le scandale de ce qui est fait aux gens devient insupportable, et même dans cette immense vulnérabilité qui est la leur, les gens arrivent à s'organiser. Ponctuellement, de manière symbolique, mais ce sont des actes désespérés qui nous disent quelque chose de ce qu'être exilé veut dire, et qui n'est pas simplement du côté de la vulnérabilité et du besoin d'aide, mais qui est aussi de la voix portée pour revendiquer une humanité que nous avons en partage. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai... J'ai une question pour ce qui est de la présence éventuellement occidentale, américaine dans les pays que vous avez cités. Est-ce qu'il y a des forces militaires européennes, occidentales ou américaines qui sont présentes dans les pays que vous avez cités, et éventuellement sur les ventes d'armes à ces pays, si vous avez des infos? Merci. Alors dans les pays qu'on a cités, si c'est sur la route migratoire en tant que telle, aujourd'hui il n'y a pas de, par exemple au Soudan, il n'y a pas de présence militaire étrangère occidentale. En revanche au Tchad, oui. Il y a toujours une présence française notamment, assez importante, même si ça a été largement réduit. Au niveau de la Libye, c'est pas moi qui répondrai. Et au niveau de la vente d'armes, dans le conflit soudanais, c'est pas les pays européens et occidentaux qui sont le plus représentés. Donc on est plus sur des pays du Golfe et plutôt orientaux, enfin à l'est du Soudan, que les pays occidentaux, si j'oublie personne. Vous me faites penser un peu dans ces questions au Niger, qui est un pays de transit vers la Libye. Et ce qui s'est passé au Niger, alors vous le savez, il y a eu un coup d'État récent qui a visé aussi qui faisait partie aussi de ces mouvements qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années au Mali et au Burkina, coup d'État qui sont aussi une remise en cause de la France-Afrique, de la présence française là-bas. Ce qui s'est passé au Niger est quand même important par rapport à ce que j'ai essayé de décrire sur ces politiques européennes. Le Niger était à la fois un lieu où il y avait une présence militaire occidentale du fait de la lutte contre le terrorisme. Et donc vous aviez des forces spéciales américaines et vous aviez l'armée française aussi. Donc il y avait un agenda qui était celui de la lutte contre le terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme a eu un deuxième volet qui était la lutte contre la migration.
Et depuis le milieu des années 2010, les politiques de développement vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne depuis l'Europe ont été assorties d'une conditionnalité qui était, pour bénéficier de l'aide du développement, il faut lutter contre les passeurs, il faut lutter contre les flux migratoires. Ça a eu une conséquence, cette politique-là, elle a eu une conséquence immédiate sur la sécurité et la santé des personnes exilées qui traversaient le Niger, d'Afrique subsaharienne ou centrale. C'est que il y a toujours eu aux frontières, c'est vrai ici comme ailleurs, il y a toujours eu aux frontières des gens qui aidaient au passage, parce qu'une frontière ça se passe. Et donc il y avait des commerçants locaux, des gens qui avaient un petit camion, des gens qui transitaient les gens à la frontière vers l'Algérie, vers le Sahara, depuis toujours, parce que les frontières se traversent, se passent, c'est pas une frontière pour des gens qui ont de la famille, des relations, des activités commerciales de part et d'autre, c'est qu'un trait sur une carte, quoi. Et donc ils avaient cette activité-là. Ces gens qui faisaient cet artisanat local, d'une certaine manière, ont été pourchassés par la police, ont été intimidés à l'incitation et sous la pression des politiques européennes. Le résultat a été que le business du passage, d'abord quand vous rendez plus difficile le passage, vous augmentez le prix du passage. Et vous créez un marché qui n'existait pas auparavant. De la même manière que le trafic de drogue devient juteux, le trafic des migrants est devenu juteux précisément comme une conséquence des politiques qui rendent le passage de plus en plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, à aider à un passage quand les frontières deviennent fermées. Et du coup, qui prend ces marchés-là ? Eh bien, ceux qui n'ont pas peur de l'armée, parce qu'ils ont les moyens, ils ont leur propre... ce sont les groupes armés qui faisaient déjà un certain nombre de trafics, drogue et autres, armes également, à ces frontières. Et donc, pourquoi ? Donc, la conséquence a été que ce sont ces groupes qui ont repris le business du passage avec des pratiques beaucoup plus violentes vis-à-vis des réfugiés. Et c'est pour ça qu'on a commencé à entendre parler aussi de ces gens qui étaient abandonnés au milieu du désert, de ces gens qui se faisaient rançonner alors même qu'ils avaient payé leur passage pour payer encore plus et qui se retrouvaient livrés, notamment en Libye, à des trafics. Donc là aussi, c'est un des aspects où les politiques européennes ont augmenté la dangerosité de la migration pour les gens qui empruntaient ces routes depuis toujours, et ont fait exploser le business en le livrant aux mains des acteurs les plus violents et les plus prédateurs, donc l'exact contraire de ce qui était recherché. Oui, bonsoir. Vous étiez sur les trafics et moi j'aimerais poser la question, parce que c'est un sujet qui me vient régulièrement dans la tête, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas non plus du trafic d'organes humains dans toute cette... C'est tellement facile. Écoutez, très honnêtement, je saurais pas vous répondre. Parmi... il y a d'abord un trafic des vies humaines. À l'évidence, que ce soit pour les asservir ou pour les emmener d'un endroit à un autre. Trafic des corps aussi, puisque on le sait, en particulier les femmes, c'est aussi vrai pour les jeunes hommes, et majoritairement pour les femmes. C'est aussi un des visages de la migration aujourd'hui. Et alors, petit twist là quand même, pour ramener un peu de complexité. Là aussi on parlait de résistance, et je tiens à le dire, ça a été montré par des chercheurs, chercheuses sur la question des femmes nigérianes qui sont souvent associées à la prostitution, qu'on voit aujourd'hui dans les équipes de Médecins sans frontières en région parisienne, auprès des jeunes femmes ivoiriennes aujourd'hui, qui sont en train de connaître un peu le même mouvement qu'ont connu les femmes nigérianes. Ces mouvements qui amènent les femmes dans des réseaux de prostitution sont malgré tout
contre toute attente sont aussi des mouvements d'émancipation de femmes qui quittent des régions où la violence sociale qui leur est faite est devenue insupportable. Et donc à travers ces mouvements, qui sont évidemment oppressifs, il y a quand même, contre toute attente, une recherche d'émancipation, c'est-à-dire que oui, il y a la prostitution et l'asservissement, mais dans l'espoir de s'émanciper et d'échapper à des tutelles, à des systèmes patriarcaux, à des violences de genre qui sont systémiques dans les pays que ces femmes fuient. Merci à vous, c'était vraiment très intéressant. C'est une petite question pour savoir, en accentuant, en mettant l'accent sur le caractère victimaire de ces migrations, est-ce qu'on ne leur retire pas une partie de leur humanité? L'humanité se ressemblait à tous les hommes et qu'en situation, nous nous ressemblons tous. Ça veut dire il y a une part de compétition, une part de conflit, une part de distinction. Enfin, je veux dire que c'est un rapport très complexe qui fait de nous l'humain. En voulant faire de l'immigration, puisqu'il prend la partie de quitter son territoire pour aller ailleurs. Donc, vous faisiez tout à l'heure allusion à juste titre, le fait que ces gens-là peuvent être les chanceux, puisqu'ils ont pu quitter un territoire en danger pour se rendre dans un autre territoire. Donc, effectivement, ce sont des chanceux, mais en même temps, on voudrait, en leur attribuant ce caractère de victime, on oublie qu'ils sont aussi acteurs de leur décision. Il y a une grande part de fantasme, ça veut dire qu'ils sont de façon permanente aussi, on connaît les immigrations. Écoutez, pour avoir défendu suffisamment les Afghans en Iran contre la politique discriminatoire des Iraniens et en France, et je me permets aujourd'hui de dire qu'en même temps, ces Afghans, ils jouent avec à la fois la population qui sont restées dans leur propre pays et avec la population d'ici, en jouant, ça veut dire en inventant des histoires, en jouant. Donc ce sont des êtres humains comme tout le monde et que nous avons le devoir et le droit, absolument, de les défendre contre toute forme de discrimination. Tout à l'heure, Juliette mettait en avant la non-visibilité de ces Afghans aujourd'hui à Calais. Et donc, en défendant le droit qu'ils ont, qui leur revient, mais peut-être de ne pas les différencier, de ne pas les distinguer véritablement de ce qui est le destin de l'homme, et que n'importe où qu'on soit, on est en train de jouer, inventer, essayer de gagner le plus tirer de notre côté la couverture, et donc voilà, profiter de la situation dans laquelle on se trouve. C'est vraiment une toute petite question. Merci bien. Non, vous avez tout à fait raison. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure en disant que le problème de l'humanitaire, c'est qu'effectivement, on a tendance à insister sur le caractère, notre communication, la façon dont on parle, dont on témoigne des situations au monde, ainsi sur la dimension victimaire de ces gens. Après, et en même temps, c'est ce que je disais, les gens ne sont jamais que victimes, ils sont aussi acteurs, ils sont aussi dans des formes de résistance, dans des formes d'instrumentalisation, mais malgré tout, être acteur, on est aussi contraint par les options qu'on a à sa portée, et on joue dans un univers de contraintes, c'est-à-dire que mentir sur son âge, quand on parle de la question des mineurs, ou s'inventer une autre identité, etc. Ce sont des jeux, des résistances individuelles aussi. Il y a aussi, on le sait ici, de la violence entre les exilés. Il ne s'agit pas d'être dans l'angélisme, mais si ces situations existent, c'est parce qu'elles sont dans une politique globale qui ne laisse pas d'autre choix à ces gens que d'inventer des jeux de résistance à l'intérieur qui peuvent se retourner contre eux-mêmes, contre d'autres exilés. Et c'est toute la complexité de ça. Donc notre premier rôle, je pense qu'il est de dénoncer ce cadre général des politiques, parce qu'on a quelque chose à en dire en tant que citoyen et en tant que témoin de ces violences. Il faut dire quels en sont le fond politique. Et après, je pense que les humanitaires sont peut-être pas les meilleurs, les mieux placés pour raconter cette complexité. C'est d'abord
peut-être ce que les expositions, les temps qui sont prévus dans ces fabriques d'Agir viennent montrer, c'est-à-dire comment les exilés eux-mêmes vont raconter une vie plus complexe, qui sont des destins individuels, collectifs, qui fait toute sa place justement à cette inventivité, et au moment où on est victime et où on n'est pas que ça. Et les espoirs, les rêves, les envies qui portent les gens, parce que s'ils font tout ce chemin, c'est bien qu'ils sont portés par quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est à ce moment-là, je crois que l'humanitaire doit s'effacer pour laisser aux exilés le soin de raconter eux-mêmes leur propre histoire. Merci beaucoup.